18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Cannes 2023, les Lions de l'Atlas affrontent demain les Léopards. À la veille de la confrontation face à la RDC, le coach national se montre déterminé à décrocher un résultat positif et donc un billet au deuxième tour. À suivre le décryptage avant-match avec Amine El Amri, journaliste sportif. L'agriculture marocaine brille à la semaine verte de Berlin. Une belle vitrine pour nos produits locaux sur le marché allemand. Le Maroc y dresse son expérience pionnière dans la transition vers une politique agricole durable. Un modèle de résilience alimentaire avec l'humain au centre de son équation. De l'art au menu de ce journal, nous vous proposons une virée dans un espace de création fédérateur à Rabat. Baptisé l'Atelier Bleu, il donne à voir une mine d'œuvres d'art qui révèle une nouvelle génération d'artistes plasticiens en herbe. Bonsoir. Avant de développer ces titres, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, représente Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie officielle d'investiture du président réélu Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui s'est déroulée samedi dans la capitale Kinshasa. À cette occasion, le président de la Chambre des représentants, accompagné par l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo, Rachid Agassim, a exprimé au président de la République démocratique du Congo les vives félicitations de Sa Majesté le roi Mohamed VI et ses vœux sincères de réussite dans la poursuite de sa mission au service du développement de sa nation et de la prospérité du peuple congolais. Monsieur Rachid Talbi El Alami a également fait part au chef de l'État congolais de la volonté de Sa Majesté le roi de raffermir les relations solides de coopération existant entre les deux pays et de les renforcer dans tous les domaines dans l'intérêt des deux peuples frères. Nous enchaînons cette édition par l'actualité sportive. Après une entrée en compétition réussie à la Cannes, les Lions de l'Atlas iront chercher une deuxième victoire demain face à une équipe congolaise redoutable. Les hommes de Walid Regragui souhaitent conforter leur statut de leader et assurer leur qualification au deuxième tour. Nous verrons tout cela dans la capsule spéciale Cannes 2023 en compagnie de Boubkar Benrebret. Deux adversaires de taille pour les Lions d'Atlas demain. Un soleil de plomb et une équipe congolaise acculée à la victoire. Après sa belle prestation d'entrée face à la Tanzanie, sanctionnée par une victoire convaincante 3-0, les hommes de Walid Regragui seront appelés à assurer leur qualification pour les huitièmes de finale en défiant une équipe de la République démocratique du Congo qui sera dos au mur après avoir fait match nul face à la Zambie, 1-1. La dernière confrontation connaît l'élimination de Coupe du Monde, donc il réjoue une motivation externe importante, ou qu'un tel horaire du match, ou le climat. Mais voilà, c'est pas une excuse. Il faut qu'on soit concentré le jour du match. Ce qui nous importe le plus, c'est la qualification pour passer au huitième de finale. La phase de qualification est difficile à gérer. Rappelez-vous, la Coupe du Monde, le plus important, c'est d'être au deuxième tour. Et après, on aura la deuxième étape. Après avoir réalisé l'essentiel en réussissant leur première sortie, les coéquipiers d'Achraf Hakimi doivent désormais appuyer sur le champignon afin de plier les débats en leur faveur. Si les Lions de l'Atlas ont toujours éprouvé d'énormes difficultés à battre les Léopards en phase finale de la CAN, une victoire, 3 nuls et une défaite, la seule fois où les Lions de l'Atlas l'avaient emporté, c'était en 1976, en Éthiopie, l'année qui a été marquée par l'unique et dernier sacre de l'équipe du Maroc en Coupe d'Afrique. Les Lions de l'Atlas avaient pris le meilleur sur les Congolais 1-0 grâce à une réalisation Abdelali Zahraoui. San Pedro, située à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, une ville attirante par ses merveilleuses plages constituées de sable fin.
La majeure partie du cacao ivoirien est d'ailleurs exportée via le port de San Pedro. Le stade Laurent Pocot fait partie des 3 stades nouvellement construits en Côte d'Ivoire pour accueillir les matchs de la CAN 2023, dont ceux du Maroc. San Pedro, c'est une ville balnéaire, une petite ville balnéaire très agréable. Vous avez la mer sur le côté, vous avez la mer ici, et la plupart des hôtels ici sont en bordure de mer. D'accord. Voilà, donc c'est très agréable d'être ici, nous sommes prêts. À vélo ou en voiture, ils ont parcouru des milliers de kilomètres afin d'être présents pour encourager les Lions de l'Atlas. Nombreux d'entre eux profitent de l'occasion pour vendre casquettes, maillots et drapeaux du Maroc. Il faut créer de l'ambiance et encourager les Lions de l'Atlas. Nous ne sommes pas encore très nombreux, mais nous allons donner de la voix. Le public marocain est connu à travers le monde. La ville de San Pedro est aujourd'hui ornée aux couleurs du Maroc. L'ambiance est festive à 24 heures du second match des Lions de l'Atlas, demain face à la RDC. Pour ce qui est des matchs au programme aujourd'hui, le Burkina Faso et l'Algérie se sont neutralisés de partout. Dans le même groupe, la Mauritanie sera opposée à l'Angola, c'est à 18h. Et puis dans le groupe E, la Tunisie jouera le Mali, c'est à 21h. Pour un décryptage d'avant-match, le journaliste sportif Amine Amri nous rejoint en direct par Skype depuis Casablanca. Amine Amri, bonsoir. Demain, les Jeux des Marocains seront rivés vers San Pedro en Côte d'Ivoire où le Maroc affrontera la République démocratique du Congo. Ça sera un match joué à couteau tiré. Les deux équipes sont à la recherche d'une place en 8e de finale. Une deuxième victoire pour le Maroc sera synonyme d'une confirmation du statut de favori de cette CAN. Bonsoir Myriam. Oui, effectivement, c'est d'abord un classico du football africain. Il faut savoir que le Maroc et la République démocratique du Congo, anciennement Zaïre, sont les équipes qui se sont le plus affrontées dans la phase de groupe derrière l'Égypte et le Nigeria, avec cette fois. Et là, c'est la 6e fois que le Maroc et la RDC s'affrontent en phase de groupe. Ça a toujours été un peu partie de notre histoire du football de rencontrer nos amis congolais. Et demain, ce sera un véritable match à enjeu, un match très attendu de part et d'autre. Pour nous, pour les Marocains qui ont vu cette équipe fleurir et nous rapporter tellement de joie en Coupe du Monde au Qatar, on espère vraiment que ce statut de favori lui ira bien cette fois-ci et notamment ça passe par une victoire sur la RDC pour se qualifier en 8e de finale mathématiquement. Et demain, le deuxième adversaire du 11 national, ce sera surtout et aussi le climat, avec des températures qui frôlent les 38 degrés l'après-midi, sans oublier le taux d'humidité très fort à San Pedro. Quel impact de l'horaire du match à 14h, heure locale, sur le rendement des joueurs ? Un impact déjà psychologique parce que déjà avant d'aborder une Coupe d'Afrique, on parle beaucoup des conditions climatiques et des conditions de jeu, etc. Mais je mise un peu sur le choix de Walid El-Glegui de ramener cette équipe 10 jours avant le premier match face à la Tanzanie en Côte d'Ivoire pour parfaire et affiner leurs armes avant cette CAN. Je pense que ça a eu un effet très très bon sur les organismes et ça a permis aux joueurs de se concentrer un peu plus sur justement ce genre de match qui se joue en plein après-midi. La République démocratique du Congo représente l'adversaire le plus redouté du groupe F. Quels sont les points forts et les faiblesses de la sélection congolaise ? Écoutez, c'est une sélection qui est coachée par Sébastien De Sabre, que l'on connaît très bien au Maroc, puisqu'il a entraîné entre autres le Wydad. C'est une équipe où il y a beaucoup de talent, qui franchement n'a pas démérité lors du premier match face à la Zambie. Ils étaient dominateurs, ils se créaient beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas été incisifs, on va dire réalistes devant les buts. Je pense que le Congo livrera une bataille d'égal à égal avec le Maroc, sincèrement, parce que c'est une équipe qui est pétrie de talent. Mais après, il y a des lacunes par rapport à la défense, notamment au niveau du marquage et de la compréhension entre le gardien de but et la défense. Justement, quel schéma tactique à mettre en place par le coach national, Walid ?
Ben, je pense que l'adage dit que l'on ne change pas une équipe qui gagne. Et je pense que ce sera encore une fois le classique 4-1 auquel on s'est habitué avec Walid, avec beaucoup de manœuvres à partir du moment où on récupère le ballon très haut. Donc je pense que ça va être un peu le même, peut-être un petit changement d'homme par rapport aux retrouvailles avec Yahya Atiyatla qui est maintenant apte, Sofiane Boufel aussi qui pourrait faire son entrée. Donc je vois très peu de différence dans le choix de tactique, mais peut-être quelques surprises sur le choix d'homme. En tout cas, les Lions de l'Atlas peuvent compter sur le support des supporters marocains. Ils se sont déplacés en masse à San Pedro en Côte d'Ivoire. Ils seront présents demain nombreux sur les gradins. C'est un support important pour les Lions de l'Atlas? Oui, bien sûr, on l'a vu en Russie déjà lors de la Coupe du Monde 2018, mais on l'a surtout vu au Qatar, à Doha. J'en ai un peu la chair de poule parce que ça représente une ambiance magnifique. On a vu sur les images de votre reportage, les gens créent l'ambiance, c'est tout plein de sympathie et bon enfant. Et je pense que ça va apporter une énergie positive pour les joueurs demain. Vos pronostics, Amine Amri, pour le match de demain? Je dirais une victoire difficile de 1 pour le Maroc. On souhaite en tout cas bonne chance pour nos Lions de l'Atlas. Je vous remercie, Amine Amri, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Le Maroc, un partenaire stratégique de premier ordre pour l'Espagne. Déclaration faite hier soir par le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, intervenant lors d'une Weba Economia Forum. José Manuel Álvarez a salué la coopération exemplaire entre Rabat et Madrid dans tous les domaines: immigration irrégulière, réseau de trafic d'êtres humains et groupes terroristes. Pour tous ses prédécesseurs et tous les anciens chefs du gouvernement espagnol, le Maroc est la première priorité de la politique étrangère espagnole. C'est ce qu'a encore relevé le chef de la diplomatie espagnole, soulignant que le Maroc est un partenaire stratégique et que les intérêts vitaux des deux pays sont intimement liés. Et le chef de la diplomatie espagnole de mettre en avant la hausse des échanges commerciaux entre les deux royaumes l'année dernière. Les allégations relayées par certains médias et une agence de presse officielle d'un pays voisin faisant état de mandats d'arrêt à l'encontre de responsables sécuritaires marocains sont totalement infondées. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du ministère chypriote des Affaires étrangères. Dans une déclaration à l'agence Maghreb Arabe Presse, Théodoros Gotis a martelé que les autorités compétentes de Chypre, c'est-à-dire les services judiciaires et la police, confirment que ces allégations sont totalement infondées. Il s'agit là de fake news. Aucune affaire pénale et aucun mandat d'arrêt n'ont été émis à l'encontre des personnes auxquelles les 10 médias font référence, précise encore le porte-parole du ministère chypriote des Affaires étrangères. Direction Berlin, la capitale allemande abrite la Semaine verte sous le signe du dialogue sur les politiques agricoles. Le Maroc y prend part, représenté par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural, des Eaux et Forêts. Mohamed Sadiqi a présenté la stratégie agricole marocaine pour la période 2020-2030, Génération Green. Une stratégie remarquable qui fait du Maroc un acteur engagé en matière de souveraineté et de sécurité alimentaire. L'événement constitue également l'occasion de faire valoriser les produits locaux marocains à travers la participation de différentes coopératives de jeunes et de femmes, Hanan Chemrah et Maria Ouad. On le voit de loin, rayonnant de couleurs et de saveurs, le pavillon marocain installé sur 700 mètres carrés en plein Berlin. Au total, 20 stands et leurs exposants donnent à voir l'excellence du patrimoine agricole, mais aussi culinaire. Véritable vitrine du savoir-faire marocain, l'aile dédiée au royaume ne désemplit pas. Le stand marocain a beaucoup de succès. Il y a beaucoup d'Européens et d'Allemands qui viennent acheter nos produits du terroir. Certains viennent tout simplement découvrir la variété des produits agricoles. Par conséquent, ce forum est une occasion de faire connaître aux étrangers la richesse de notre patrimoine. Huîtres de Dakhla, sardines, thon, ces produits de la mer mettent en lumière les eaux poissonneuses du royaume. La participation du Maroc à la Semaine verte vise à faire connaître les produits agroalimentaires marocains aux Allemands. C'est une réelle opportunité pour eux de découvrir des saveurs différentes des leurs et d'en apprendre un peu plus sur le Maroc.
Les céréales aussi ne sont pas en reste. Semoule de blé, de riz ou de maïs, la filière céréalière est l'un des plus importants du secteur agricole, avec une production annuelle de 62%. Je suis fière de représenter mon pays ici, durant ce grand événement. Dans mon stand, il y a différentes variétés de graines de semoule. C'est imparable pour faire un bon couscous. Une économie agricole participative qui vise également à l'intégration des femmes dans les activités socio-économiques du pays, à travers notamment les coopératives, vecteurs du développement durable. Je suis là pour montrer aux Allemands et au monde entier toute la richesse gastronomique de notre nation à travers nos produits du terroir. Riche de ses 9 ans de présence en Allemagne, le Maroc vert a su démontrer une fois de plus toute l'étendue de sa souveraineté agricole, aussi bien en matière de sécurité alimentaire qu'en visibilité. Proche-Orient, les bombardements israéliens sur la bande de Gaza sont entrés aujourd'hui dans leur 105e jour. 165 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans d'intenses tirs d'artillerie des troupes israéliennes, supportées par des forces aériennes et navales. Des frappes qui ont pris pour cible en particulier le secteur de Khan Younes, désormais épicentre des opérations militaires, ce qui porte à 25 000 le bilan des victimes palestiniennes tuées depuis le début de l'offensive israélienne. L'Organisation mondiale de la santé déplore des conditions de vie inhumaines dans le territoire. Dans les 2,4 millions d'habitants manquent de tout. Les États-Unis en proie à des températures glaciales. Les fortes intempéries hivernales ont causé la mort d'au moins 50 personnes cette semaine. Chute de neige et verglas paralysent plusieurs États américains. Vous le voyez sur ces images. Routes impraticables, transport aérien perturbé, plusieurs écoles ont été fermées. Une vague de froid qui devrait persister encore ce week-end dans certaines régions centre du pays. Arrêt sur image à présent sur l'une des missions les plus prometteuses de la NASA, celle de l'amarrage réussi pour la capsule Dragon de SpaceX. Une fusée de SpaceX à 100 bords, 4 passagers, dont un Suédois, un Italien et le premier Turc à se rendre dans l'espace. L'amarrage s'est produit en environ 36 heures de voyage dans l'espace à la Station spatiale internationale, où l'équipage doit conduire une série d'expériences scientifiques, à savoir microgravité, la santé humaine dans l'environnement spatial, la recherche sur les mélanges solides-fluides dans un environnement sans gravité. Je vous propose à présent un voyage au cœur d'un espace de création inédit à Rabat, l'Atelier Bleu, un lieu qui se prête parfaitement au travail collectif d'une pléthore de plasticiens en herbe. Un brassage artistique qui célèbre le talent et fait jaillir de belles émotions. Immersion tout de suite en compagnie d'Abdelrahim Benchikhi, Amina Amouri et Maria Ouad. Il leur a fallu 1 an pour que germe l'idée de la création artistique et du tableau qu'ils voulaient présenter au public. Tout un travail de réflexion et de mise en forme a été consciencieusement médité par des femmes, des hommes et des enfants, que rien pourtant ne prédestinait à l'exercice de la peinture et du dessin. C'est un travail qui demande beaucoup d'abord de tête et de cerveau, pour moi. Puis après, il y a le cœur, et le cœur est en grande position dans ce qu'on fait. Et on aime ce qu'on fait. Si on ne l'aime pas, on ne peut pas le faire. Médecins, architectes, écoliers, tous ont eu l'envie de peindre leurs émotions, leurs sensations, comme une nécessité de faire parler leurs âmes. Orientalisme, impressionnisme ou art figuratif. Au final, la forme importe peu, car le fond donne à voir la volonté de créer un tout. J'adore la femme marocaine en l'occurrence. Elle fait beaucoup pour la société marocaine, il faut l'honorer. Et elle est toujours présente dans mes tableaux. Bien sûr, l'anatomie m'a vraiment aidée, mais il y a le dessin aussi avec ces pratiques qui font que chaque année, l'expérience fait qu'on fait présenter la femme de façon artistique surtout. Je les ai fait depuis qu'il y a longtemps, depuis que je suis très jeune, et je trouve que mes portraits, c'est ma spécialité.
Surtout que le choix des couleurs est très très simple et qu'il faut juste avoir une bonne imagination. Fort de leur implication dans ce qui fut une passion, ces peintres du quotidien ont d'ores et déjà laissé leur empreinte sur le monde de l'art, mais aussi sur les cœurs de toutes celles et ceux qui sont venus les admirer. Loin des tons et des couleurs chatoyantes, je vous invite à une ambiance plutôt glaciale. Ça se passe aux États-Unis où l'hiver rigoureux donne parfois lieu à de véritables œuvres d'art naturelles. Des images spectaculaires d'un château de glace éphémère au milieu des paysages enneigés, une somptueuse œuvre d'architecture faite d'eau fraîche que je vous invite à regarder tout de suite sur ces images. Une belle célébration de l'hiver et c'est sur ces images que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Huda.